groupe dans la phrase. Donc cette lacune-là est quand même extrêmement gênante. Hein. Je passe à la France. Là, on a un autre cas de figure que vous connaissez bien probablement parce que c'est un peu à cela que beaucoup d'entre nous ont été élevés. Avec un complément circonstanciel, un sujet, un verbe, là, pas de fonction pour le verbe, un deuxième complément circonstanciel et un complément essentiel, parfois appelé COD également. Hein. Enfin, parfois, c'est souvent appelé COD. Bon, cette structure, vous le savez bien, a le tort de mélanger de manière particulièrement flagrante des approches sémantiques et formelles. Hein, les compléments circonstanciels de toute nature, hein, le nombre peut en être assez élevé. Par ailleurs, ici, on n'a pas de distinction entre brusquement, qui pourrait aussi être éventuellement un complément de verbe non essentiel. On est dans les ambiguïtés de description. Je ne vais quand même pas allonger trop sur ce point. Ce que j'aimerais mettre en évidence, vous le voyez bien, ce sont les différences entre nos 4 terminologies. J'en arrive très rapidement à la terminologie belge, où j'ai essayé de reprendre. Vous voyez qu'on arrive à quelque chose du même type. Hein. Alors, je vais prendre une seconde anecdote pour confirmer en quelque sorte cette première impression, en vue toujours, vous voyez bien, de cette possible harmonisation. En Suisse, après une politique très, comment dire, active de création, de prise en compte des travaux didactiques, de prise en compte des travaux linguistiques, qui se sont concrétisés, par exemple, par la rénovation des années 80, des moyens d'enseignement très progressifs, ensuite la rédaction par Marie-Josée Begley, une équipe d'un ouvrage de clarification grammaticale, etc. Il y a eu toute une progression. Et une rupture en 2007, où pour des difficultés financières, il a été décidé que si on pouvait, on n'allait plus produire nous-mêmes des moyens d'enseignement, mais les acheter à l'étranger. Et pour ce qui me concerne, c'est un peu à ce moment-là que cette nécessité d'une réflexion sur l'harmonisation m'est apparue de manière flagrante, parce que la décision finalement a été prise d'acheter des moyens en France. Je ne citerai pas la collection, mais simplement pour constater que ça a soulevé des problèmes énormes en Suisse. On s'est trouvé qu'une terminologie de ces moyens, où on parlait de COD, de complément de verbe essentiel, de complément circonstanciel, de fonction épithète, la notion de groupe est pour ainsi dire absente. C'est-à-dire que quand on voit les exemples, on est très souvent N plus age plus V, etc., ce qui pour nous est totalement inconcevable. On passe toujours par le groupe nominal ou quelque chose de ce type-là. Ça me paraît même un des apports fondamentaux quand même de la rénovation. Il y a des apports, il y a des points problématiques, mais c'est un des apports fondamentaux d'avoir, sur la base de la grammaire distributionnelle, mis en évidence ces aspects de constituance de la phrase. Hein. Cette structure quand même hiérarchisée de groupes à l'intérieur desquels s'exercent certaines solidarités qui ne s'exercent pas entre les groupes, etc. Donc cela est un apport fondamental et très important. Et quand on regarde ces grammaires qui ont été achetées, eh bien, on avait beaucoup d'exemples. On avait det plus n plus age plus v, etc. Ces descriptions de ce type-là qui posent véritablement problème. Voilà, je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, mais vous voyez que ça a impliqué... Ça a suscité de gros problèmes pour nous. C'est-à-dire qu'au moment où on a acheté ça, soit on renonçait à tout ce qu'on avait fait depuis 30 ans, et qui nous avait coûté quelques guerres de religion assez pimentées, comme je l'ai rappelé avec la publication de cet ouvrage, Les linguistes sont-ils un groupe permutable. Il y a eu vraiment des débats très vifs. Hein. Alors, est-ce qu'on allait renoncer, abdiquer, puis en quelque sorte revenir à une terminologie plus traditionnelle? Est-ce qu'on allait... Qu'est-ce qu'on allait faire? Alors, il a été décidé d'adapter ces moyens à la terminologie suisse. Alors, ça a été un travail considérable. Un groupe a été constitué, un groupe d'enseignants, qui a repris les ouvrages
Et puis tout à noter, avec des contraintes extrêmement fortes, c'est-à-dire qu'il fallait respecter le nombre de pages, il ne fallait évidemment pas que ça augmente l'ouvrage, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, je crois que l'image est suffisamment parlante pour voir, et voir une nouvelle fois l'importance de ces différences dans les approches grammaticales, en l'occurrence entre la France et la Suisse. Donc on le voit, on a ici un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par la terminologie. Tout d'abord, l'absence presque totale d'harmonisation entre pays francophones, je vais y revenir encore, mais aussi entre langues différentes. Et là, je peux déjà prendre, j'y reviendrai. Les lacunes, des lacunes, hein, la fonction prédicat qui manque dans la plupart des traditions, des incohérences dans ces moyens français également qu'on avait pris. Mais après l'adaptation faite par des enseignants, on s'est trouvé avec une page où on trouvait prudemment qui était modificateur, et avec prudence, 2 pages après, qui étaient classées comme complément de phrase. Ce qui pose évidemment un peu problème, quand bien même justement le modificateur est traduit comme un syntagme prépositionnel, est défini comme un syntagme prépositionnel. Quand il est modificateur, il peut toujours s'adverbialiser en quelque sorte. Confusion entre approche syntaxique et sémantique, etc. Alors, absence d'harmonisation. Dans les années 2006, avec une collègue, Virginie Conti, on a été chargé justement d'un travail pour examiner ce qu'il en était finalement de ces questions d'harmonisation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un certain nombre d'ouvrages grammaticaux et on a commencé à recenser les termes métalinguistiques. On ne voulait pas a priori avoir un cadre trop rigide, donc on a pris les termes métalinguistiques pour voir exactement ce qu'on y trouvait. Et on a trouvé d'énormes différences entre les moyens. On a comparé une dizaine de moyens de différentes obédiences. Et je vous résume ici quelques-uns de ces résultats. Le nombre de termes, qui est souvent très important. Et on a pu recenser jusqu'à 486 termes dans un ouvrage de grammaire. Et je ne parle pas d'Amourette et Pichon, hein. Je parle d'ouvrage de grammaire scolaire. Alors, on a été très large. Hein. Par exemple, déplacement, pour nous, est un terme grammatical, évidemment. Déplacement en tant qu'opération, utilisé en grammaire. Donc, on a vraiment regardé tout ce qui a un autre sens qu'un usage profane, je dirais, où on est vraiment dans un usage métalinguistique d'un terme de la langue quotidienne ou de la langue du jargon linguistique. Hein. Donc, beaucoup de termes, souvent, mais très différents, le nombre est très différent d'un ouvrage à l'autre, hein, donc d'une centaine à 486, avec des termes communs qui sont, pour certains aspects du système en tout cas, et la grammaire du discours en particulier, minoritaires. Il y a plus de différences que de points communs. Avec souvent une confusion entre, une difficulté, et ça me paraît peut-être le point le plus important, une grande difficulté à distinguer ce qui c'est à proprement parler de la métalangue, donc je viendrai à maîtriser par les élèves, à étudier, à apprendre, à s'approprier par les élèves, et ce qui serait les simples caractérisations. Alors où est la frontière? Je viendrai, c'est bien sûr un continuum, mais on a clairement des choses qui sont de simple description. Un verbe d'intensité. Est-ce qu'on va faire une catégorie? On va enseigner aux élèves les verbes d'intensité. Est-ce qu'on va... Vous voyez, toutes ces questions qui se posent avec... à l'opposé, une métalangue très définie comme attribut subordonnant, etc. Alors évidemment, sur cette base-là, il est difficile de savoir, dans ces ouvrages, ce que les élèves doivent vraiment connaître. Parce que quand vous avez 486 termes, il n'est pas marqué en gras les termes exacts que les élèves doivent retenir. Ils sont dans le texte. Parfois, il y a une définition cadrée. On se dit, ça doit être un terme plus important, bien sûr. Mais les 486 termes... Enfin, vous voyez, il n'y a pas une règle claire qui nous permet de dire ça c'est important, ça c'est à apprendre, ça c'est pas important, etc. Et puis on le voit bien que cette distinction de métalangue et caractérisation descriptive. Je reviens encore à cette question d'harmonisation et à cette question de l'attribut. J'ai parlé pour le moment d'harmonisation entre pays francophones, mais la question évidemment aussi importante pour l'apprentissage d'autres langues.
Et là, je cite d'abord Anton Neff, professeur d'allemand à l'université de Neuchâtel, qui au moment de l'introduction en Suisse de 2 nouveaux moyens d'enseignement de l'allemand, Auf Deutsch et Sowieso, avait écrit que malheureusement, la question de l'harmonisation terminologique, elle était toujours à charge de l'élève et jamais de l'école. Hein, ce qui est de nouveau une sorte de problème éthique, hein, d'une certaine manière. Parce que l'élève, quand il apprend le français, il va avoir des catégories, et quand il passe à l'apprentissage de l'allemand, il aura d'autres catégories. Hein. Et ça, c'est tout simplement aussi, d'une certaine manière, un scandale. Hein. Un exemple assez flagrant, mais qui nous remet en question en tant que francophones, parce que ce serait peut-être à nous de changer, la fonction attribut ne s'appelle attribut qu'en français. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe. Dans d'autres langues, ce qui est appelé attribut, c'est ce que nous appelons épithète, et ce que nous appelons attribut, ils l'appellent prédicat. Bon, vous voyez donc là, pour l'élève, c'est un peu problématique, disons. Et là, je crois qu'il y a des vraies réflexions à avoir. Est-ce que la francophonie, on doit maintenir cette notion d'attribut, malgré le bel héritage historique de cette notion, mais ou est-ce qu'on doit remettre en question cette catégorie? Là, il y a tout un ensemble de questions, je crois, importantes. Des incohérences. J'en cite une, toujours pour revenir à ces moyens français, quand même, des choses assez extraordinaires, quand même, où là, il doit y avoir, je dirais aussi, un regard pan-francophone sur la labellisation de certaines choses qu'on trouve dans les grammaires. J'y reviendrai peut-être encore, mais là, on trouve sur la formulation, sur le genre, sur le nom déterminant l'adjectif, on trouve cette chose extraordinaire où on lit « Le sens des noms suivants change selon qu'ils sont employés au masculin et au féminin ». Donc, ce serait un nom, livre. Le livre et la livre, ce serait le même nom. Vous voyez, si vous lisez ce qui précède, les noms sont variables en genre et en nombre. Et après, vous avez ça. Bon, il y a des choses quand même qui méritent une certaine réflexion. Une petite pointe d'humour, et qui enchaîne également là très bien sur l'exposé précédent. J'ai repris ça d'un ouvrage de Fazola et Lian, que vous connaissez peut-être, Grammaire turbulente du français contemporain. Fazola et